Bienvenue sur le podcast Philosophie de balcon. Je suis Alessio Nistico-Brovelli. Bonjour Laurence Voïta. Bonjour Alessio. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de Philosophie de balcon. Pour ce moment ensemble, je vous propose une première partie durant laquelle nous ferons votre connaissance et échangerons au sujet de la parution de votre nouveau roman, La Gingolaise, sorti ce printemps aux éditions Fabre. Nous poursuivrons avec une deuxième partie, plus amusante, plus légère en tout cas, mais je ne vous en dis pas plus. Est-ce que ce programme vous semble appétissant ? Mais tout à fait, je m'en réjouis. Alors c'est parti. Avant que nous parlions de la Gingolaise, cette jeune femme soldat au destin singulier, je souhaite, si vous le voulez bien, que nous nous penchions un instant sur votre parcours. Vous avez consacré une grande partie de votre carrière professionnelle à l'enseignement du français et de l'histoire de l'art entre 1997 et 2017 au gymnase de Burier, à la Tour de Paix, dans le canton de Vaud, le gymnase étant l'équivalent du lycée en Suisse romande, précision pour nos auditeurs et auditrices francophones outre Helvétie. Mais quel a été votre parcours professionnel, Laurence Voïta, avant vos années d'enseignement ? Alors, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai commencé par enseigner au collège. J'ai même enseigné l'allemand au collège, à des élèves assez jeunes. Et puis, à l'impulsion d'amis cinéastes, notamment d'Yves Yersin, j'ai participé à la création de la Fondation Vaudoise pour le cinéma, que j'ai dirigée pendant une petite dizaine d'années. J'en étais la secrétaire générale. Et puis, d'ailleurs, à ce propos, j'ai étudié le russe à ce moment-là, puis je trouvais beaucoup plus drôle de s'appeler secrétaire générale que directrice. Puis je me suis rendu compte que dans le monde d'hommes dans lequel on était, je suis très vite devenue secrétaire. C'était intéressant. Mais enfin, bon, c'était un travail très intéressant que j'ai aimé faire. J'ai fait aussi passablement de promotion de films et de spectacles. Ensuite, j'ai été prof de français pour étrangers à l'EPFL. C'était aussi assez marrant d'être avec des adultes venus d'un peu partout. Et puis après, j'ai été prof au gymnase, effectivement, j'ai aimé faire ça, tout à fait, jusqu'à la dernière heure de cours. Vous rappelez-vous quand et comment est né votre goût pour l'écriture ? Je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire, en fait. J'étais une bonne élève en français. J'aimais la composition, on appelait ça comme ça. Puis j'ai toujours eu envie d'écrire. Quand j'ai rencontré Michel, on avait un peu plus de 20 ans. J'ai dit, écoute, pendant 6 mois tu joues, pendant 6 mois j'écris. Puis en fait, j'ai attendu jusqu'en 2017, donc j'ai eu le temps de mettre tout un tas d'histoires dans mes tiroirs. Ça s'est fait comme ça, hein. Personne ne m'a empêché d'écrire. Donc j'ai vraiment toujours eu envie d'écrire. Et puis, juste une année avant l'âge de la retraite, je me suis dit, écoute, maintenant, c'est bon, tu y vas. Donc j'ai arrêté 1 an plus tôt. Et puis je trouvais formidable de pouvoir sortir un livre au moment où j'arrêtais de travailler. C'était un joli timing. Peut-on dire que votre goût pour l'écriture est corrélé à votre plaisir de la lecture ? Oui, je crois que absolument. Si je devais définir mon rapport à la littérature, je serais d'abord une lectrice. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos processus d'écriture ? Avez-vous des rituels ou des habitudes ? J'ai en tout cas des horaires. J'aime travailler le matin. Je me lève très tôt. Enfin, oui, je trouve que c'est tôt. Et puis, je suis à ma table pendant 3 heures, en général. Un petit peu plus quand ça va bien, un petit peu moins quand j'ai moins d'inspiration. J'ai besoin d'un cahier A4, à carreaux. Suivant où je vais, je cherche des cahiers A4 qui me plaisent, que j'aime toucher, dont j'aime la couleur, et qui vont correspondre à un texte ou à un autre. J'écris à la main. J'écris à la main et j'ai envie d'y remettre. C'est-à-dire que ça coule, il y a très très peu de ratures dans mes textes. Et puis tous les 15 jours à peu près, je remets ce que j'ai écrit à la main, je le passe sur l'ordinateur, ce qui fait une première vision en fait
première distance avec ce texte, parce qu'on a peu de distance avec une écriture manuscrite. Ce que j'aime aussi quand j'écris, d'en avoir peu dans un premier temps, puis un petit peu plus après. Et puis j'ai toujours le même stylo, donc je ne peux pas me passer pour écrire. Que vous rechargez quand il arrive. Absolument. En 2017, vous publiez aux éditions Le Quadratin, À 5 heures au café, puis aux éditions Roman, plusieurs romans et enquêtes policières, dont Au point 1230, qui vous a valu le prix du Polar Roman en 2021. Votre actualité, c'est la parution de votre nouveau roman, La Gingolaise, aux éditions Favre. C'est le deuxième roman que vous publiez auprès de cet éditeur, après Aveuglément, en 2023. Dès le prologue, vous expliquez aux lecteurs et lectrices que vous étiez sur l'écriture d'une nouvelle enquête policière lorsque vous avez été happé par cette femme soldat. Vous vous excusez par ailleurs auprès des protagonistes de vos précédentes enquêtes policières. Je vous cite : « Voilà que je m'apprête à leur tourner le dos, juste le temps d'une autre histoire. Je les glisse au fond du tiroir, enfermés pour un temps dans le cahier qui les contient, qui contient leur futur. » Et un peu plus loin, vous écrivez : « Je tapote doucement le dessus du dossier, comme pour m'excuser de cette trahison, et je pars vers cette femme soldat qui m'appelle. » On a l'impression que vous êtes la première surprise par cette absolue nécessité de tout arrêter avec vos personnages récurrents. Absolue nécessité. Est-ce que le terme est correct ? Sur le moment, peut-être que je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais vous avez raison, puisque le livre existe. C'est que ça a été une absolue nécessité. Parce que sinon, on ne va pas au bout d'un livre, si ça ne l'est pas, il me semble. Mais d'abord, quand je suis tombée sur cette histoire, je me suis dit que sans doute quelqu'un en avait déjà parlé. Puis j'étais sur La Belle Affaire. Donc, je n'avais pas envie d'arrêter La Belle Affaire. Et puis en même temps, ce qu'il y a eu aussi, c'est que j'avais l'impression que cette belle affaire, elle coulait de source. Et puis c'était un tout petit peu suspect pour moi, que ça vienne aussi facilement. Je me suis dit, bon, on va voir. Et puis surtout, cette Gingolaise, elle revenait constamment dans ma tête. Et puis à un moment donné, je me suis dit, maintenant, je vais vraiment aller voir qui c'est. Et puis je me lance. Pouvez-vous nous raconter comment l'histoire de cette jeune femme soldat est arrivée jusqu'à vous et comment ce personnage vous a embarqué dans sa vie ? J'étais en train de travailler à une nouvelle qui s'appelle Rosalie, l'histoire d'une jeune femme au XVIIIe siècle. Et puis je cherchais de la documentation sur le XVIIIe siècle et notamment, à un moment donné, il y a un des personnages qui part avec des soldats. Et puis là, je suis tombée sur un article du colonel Repon en 1923 qui, en vraiment 8 lignes, parle de cette Gingolaise. Enfin, il ne l'appelle pas la Gingolaise, Charles Garin, dont il dit que ça a été une héroïne dont on a découvert avec surprise l'identité qu'elle était une femme quand elle est morte. Puis d'abord, je me suis dit qu'au fond, que c'était drôle, mais que c'était pas forcément pour moi. Et puis elle est revenue dans mon cœur vraiment de plus en plus souvent. Et j'ai décidé de m'y atteler sérieusement. Vous nous indiquez toujours dans le prologue qu'en vous rendant au musée des traditions et des barques du Léman à Saint-Gingolph, vous avez pu avoir accès à un article de 4 pages datant de 1983, basé sur un récit en espagnol, plus court encore, que l'on retrouve en annexe de votre roman. Vous écrivez, je vous cite, « À la fin de l'article, un post-scriptum détruit en une vingtaine de mots mes premières constructions mentales, mes premières projections sur ce Saint-Gingolph plein de surprises et de charme que j'échafaudais comme décor de l'enfance de Charles. Charles Garin serait en fait originaire du Chablais français. Première grande découverte, Charles ne vient pas du canton du Valais, ce qui est votre première hypothèse, mais serait inscrit comme habitant de Saint-Gingolph uniquement pour son enrôlement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, je suis partie à Saint-Gingolph, une petite ville que je connaissais pas. J'ai trouvé que c'était une ville très romanesque. J'étais prête à en faire tout un décor. Et puis, dans cet article, la personne qui écrit, qui est un historien, dit que c'est pas du tout sûr qu'elle ait été de Saint-Gingolph, que peut-être elle venait du Chablais français, mais qu'il y a beaucoup de capitulés qui s'inscrivaient, qui s'engageaient à Saint-Gingolph parce qu'on était mieux payé quand on était suisse que si on était français, et puis surtout qu'on pouvait s'engager comme capitulé, ce qui n'était pas le cas dans l'armée française qui existait déjà.
Donc, déception, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais de Saint-Gingolph? Et puis, j'ai inventé un autre personnage qui en venait, donc j'ai quand même pu en parler. Mais c'était une première découverte. En fait, on n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas qui c'était, Charles Garin. On ne sait toujours pas. Et un peu plus loin, vous rédigez « Charles aurait donc menti à la fois sur son sexe et sur son origine. Charles illettré, mystificatrice et hardie. Charles porteuse de toutes les aventures et de tous les mystères. Charles que rien n'a arrêté, rien d'autre que la mort, à 17 ans après quelques mois de bataille seulement. Charles, elle, 3 petits points, et déjà je suis empêtré dans ce mélange des genres que je vais devoir gérer d'une façon ou d'une autre. » Fin de citation. Deuxième découverte, Charles est une femme. Alors, Charles est une femme, absolument. Ça a été surtout une découverte pour les soldats qui étaient avec elle, parce que moi je le sais quand même assez rapidement puisque c'est marqué dans ces quelques lignes. Ce qui est pour moi, ce qui reste une surprise totale et une stupéfaction, c'est que personne s'en soit rendu compte. C'est l'objet un petit peu de toute ma quête, c'est comment est-ce que c'est possible de rester une femme au milieu de soldats. Hein. Je le dis dans le roman, à un moment donné, ils vivaient à deux dans des lits d'1,9 m. Je ne sais pas comment elle a fait, mais enfin, elle l'a fait, quoi. Ça nécessite ici de prendre des décisions. Comment gérer correctement ce personnage? D'ailleurs, vous lui attribuez un nom de naissance afin de mieux situer cet individu dans sa trajectoire de vie lorsque vous en parlez. Absolument. D'ailleurs, je me suis posé la question, je le dis, au début du roman, lui attribuer un autre prénom, c'est prendre le risque de la trahir. Elle a décidé d'être Charles. Mais moi, j'avais besoin de lui donner un prénom féminin parce que je le sais que c'est une femme. Donc, j'ai besoin de m'adresser à elle aussi dans cette partie d'elle qu'elle a cachée aux autres, mais que je connais. C'est vrai que ce roman est forcément un roman sur le genre, puisqu'elle se travestit. Mais pour moi, c'est d'abord un roman de quelqu'un de mon âge qui s'interroge sur une jeune femme si jeune, vraiment très très jeune à cette époque, et une quête de liberté qui passe par le fait de se travestir. Mais j'exclus pas l'idée, une fois, de reprendre cette histoire et d'en faire vraiment un roman où je parle d'une jeune femme qui a envie d'être un homme et qui fait tout pour l'être. Ce serait amusant, peut-être, de reprendre la même chose. Voilà. Comment qualifier votre ouvrage? Je crois, pour vous avoir entendu en interview, que vous mentionniez ne pas être tout à fait à l'aise avec le terme de roman historique. Vous parlez plus volontiers, je vous cite, d'expérimentation avec un personnage. Pour quelle raison? En fait, j'ai réfléchi après de dire que c'est pas un roman historique, c'est peut-être une coquetterie aussi, parce que il se passe au 18e, c'est quand même un roman historique. J'aurais eu envie de dire que c'est pas seulement un roman historique, mais de dire que c'est pas seulement, c'est comme de dire s'il était plus qu'un roman historique, ce que je trouvais un peu prétentieux. J'aurais peut-être dû dire que c'est pas uniquement un roman historique, ce serait peut-être mieux, parce que vraiment je crois que j'ai eu envie tout de suite, et ce que je fais, d'y expérimenter en direct tout mon rapport à cette quête, mais mon rapport d'auteur, pas seulement de narrateur en l'occurrence. Et puis ça en fait quelque chose d'un petit peu particulier, il me semble, un petit peu singulier. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre le parti pris de dire toute la part que je connaissais au début, puis ensuite de partir dans le roman. Mais j'ai vraiment eu besoin de l'interroger et de m'interroger à son propos tout au long du roman. C'est vraiment, cette expérimentation, c'est une part irréductible du roman d'une certaine façon. Ce n'est donc plus votre équipe d'enquêteurs et enquêtrices qui investigue, mais cette fois-ci, c'est vous. Oui. Nous parlions il y a quelques minutes de votre visite au musée des traditions et des barques du Léman de Saint-Gingolph. Quel autre lieu avez-vous visité? Quelle autre recherche avez-vous faite? Alors des recherches, j'en ai fait vraiment beaucoup, dans de multiples livres. Ils sont indiqués autant sur le langage de Saint-Gingolph que sur la vie au XVIIIe dans le Valais. J'ai découvert des choses que j'ai adoré partager. Et puis je suis allée aux archives de Sion, je suis tombée sur des documents 1779, je crois, où il y a toutes les règles de la capitulation. Enfin, c'était très intéressant. Et puis j'ai eu la chance aussi de partir quelques jours à Minorque,
Bon, ça c'était assez plaisant de partir quelques jours à Minorque et puis de voir cette petite statuette de Charles Garin où elle est plus connue que chez nous, à Saint-Gingolph. Vraiment, personne ne sait qui c'est. Maintenant, un petit peu plus, je crois. Les gens ont été très friands de mon livre à Saint-Gingolph, ce qui m'a fait plaisir. Elle a le même nom à Minorque? Oui, Charles Garin, G-A-R-A-I-N. Alors qu'ici, des fois, on l'appelle Charles Guérin, mais enfin, pourquoi, j'en sais rien. Tout au long de votre roman, vous partagez vos interrogations avec le lecteur, la lectrice. Maintenant que l'enquête est terminée, avez-vous trouvé des réponses? Avez-vous pu répondre aux questions que vous partagez dans votre ouvrage, à savoir, comment a-t-elle franchi toutes les étapes qui permettaient le leur? Et surtout, comment diable a-t-elle fait pour pisser debout? Ou du moins, pour qu'il ne remarque pas qu'elle ne le faisait pas? J'ai toujours pas de réponse. Sur la dernière question que je pose à plusieurs reprises dans le livre, peut-être simplement qu'à cette époque et dans les habits qu'ils avaient, ils pissaient pas debout. Ça, c'est possible. Je me suis dit peut-être que c'est simplement ça la réponse. Mais pour tout le reste, j'ai pas de réponse et j'aime bien ne pas en avoir au fond. Je trouve que cette part de mystère qui reste me la rend presque plus proche, je ne sais pas pourquoi, mais c'était particulier d'étudier, de travailler sur un personnage qui a existé, parce que, d'une certaine façon, je m'y suis attachée comme à quelqu'un, plus que comme à un personnage auquel je m'attache aussi, d'ailleurs. Malgré la distance du point de vue historique? Oui. J'avais de temps en temps, je me disais, je sais pas, peut-être que tu sais, sans faire du tout de... Il y avait un rapport un peu particulier à cette personne qui a existé. Elle vit toujours encore un petit peu avec moi d'ailleurs. Dans toutes vos enquêtes policières et dans tous vos romans, il y a la présence de personnages LGBT+. Je ne sais pas si dans La Gingolaise l'on peut parler d'un personnage LGBT+, néanmoins le sujet de l'expression de genre est omniprésent. D'où vous vient cet attachement pour la diversité des genres, des sexes et des orientations? Alors, d'où me vient cet attachement? De ma vie, simplement parce que ma vie dans ma vie, j'ai la chance de croiser... j'ai beaucoup d'amis. C'est difficile parce que, vous voyez, j'ai même pas envie de dire que j'ai des amis, que j'ai beaucoup d'amis homosexuels, parce que finalement, c'est exactement la même chose. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, des amis très chers, des amis notamment qui vivent en couple depuis très longtemps, qui s'aiment beaucoup. Et puis finalement, que ce soit des couples homosexuels ou pas, pourquoi faudrait-il préciser? Enfin, oui. Voilà, j'espère qu'on le sent dans mes livres. C'est difficile justement de ne pas avoir à faire de différence. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de différence du tout. Oui. Ceci dit, je suis toujours tellement bouleversée de penser qu'aimer puisse être l'occasion d'être, vous voyez ça, ça m'aime tout le temps, d'être rejeté, d'être condamné à mort, parfois encore dans certains endroits, que je continuerai à en parler quand même chaque fois que je le peux. Je me souviens de quand j'avais une quinzaine d'années, donc en 1967, il y avait dans ma maison un jeune homme qui s'appelait Jean-Pierre et qui est devenu Cathy. Et puis je me souviens qu'il nous avait un petit peu dit à quel point ça avait été vraiment ça avait été douloureux, ça avait été incroyablement un parcours extrêmement difficile. Je me souviens de ma mère qui la voyait arriver, Cathy, qui disait tout le temps « Oh, regarde comme elle est belle !» Et puis de mon père qui jugeait pas. On était un petit peu troublés, mais c'était il y a très longtemps et on s'était dit c'est formidable cette vie qu'elle a. En plus son père était gendarme, c'était pas tellement évident. Elle avait réussi à passer à travers tout ça avec une espèce de force et de volonté. En fait, je pense qu'il m'est toujours un peu resté et qui a été fondamental pour moi. Quels sont vos prochains projets, Laurence Voïta? Bien, j'ai repris La Belle Affaire, j'ai retrouvé mes personnages, je les ai sortis de leur petit tiroir, et puis on vogue ensemble, et puis j'ai écrit une pièce de théâtre, une troisième, et on est en train de chercher une production, j'ai déjà pratiquement tous les comédiens. Une production, ça fait partie de mes projets, et puis après j'ai encore envie de faire un travail sur mes deux grands-mères, enfin voilà,
j'ai passablement d'idées qui viennent. Nous sommes toujours en présence de Laurence Wojta, autrice de plusieurs romans et enquêtes policières, avec qui nous avons discuté en première partie de son dernier ouvrage, La Jingolaise, jeune femme soldat au destin singulier, ainsi que de ses habitudes et processus d'écriture. Pour cette deuxième partie, je vous propose, Laurence Wojta, un jeu. Je vous cite des extraits de chansons, de romans ou encore de poèmes, et vous me dites ce que cela vous inspire. Qu'en dites-vous ? C'est tout bon, ça m'intéresse. Amin Maalouf, dans son essai Les identités meurtrières, paru en 1998 chez Grasset, puis en 2001 au Livre de Poche, écrit ceci. Et le destin ? J'ai l'habitude de répondre que pour l'homme, le destin est comme le vent pour un voilier. Celui qui est à la barre ne peut décider d'où souffle le vent, ni avec quelle force, mais il peut orienter sa propre voile. Et cela fait parfois une sacrée différence. Qu'en pensez-vous ? Alors je trouve que c'est une très belle image à laquelle j'adhère complètement. En tout cas, pour autant qu'on se rappelle que c'est peut-être pas le cas pour des gens qui sont en guerre ou dans la misère. Mais pour nous, je trouve que c'est vraiment très très parlant. En plus, vous tombez bien, c'est un livre que je trouve formidable, fondamental. Je trouve que c'est un livre très important, cette idée qu'il a d'apprivoiser la panthère, quand il parle de l'identité. Et puis de laisser coexister pacifiquement les identités différentes qu'on a en nous et puis celles qui sont autour de nous. Je trouve que c'est tout à fait vrai, mais c'est tellement difficile de savoir jusqu'où le vent nous pousse et à quel moment on prend vraiment la barre. Ça reste le travail d'une vie, il me semble. Vous êtes d'accord ? C'est le travail d'une vie, oui. Oui. Rimbaud, en 1870, publie dans un recueil de poèmes Le Dormeur du Val. Votre roman, Laurence Wojta, m'a immédiatement fait penser à ce poème. Il y a autant l'atmosphère de la guerre, lourde, meurtrière, que la douceur et la nature que l'on retrouve, dans une autre mesure, avec vos personnages et les paysages tant montagneux que méditerranéens que l'on imagine. Pendant vos années d'enseignement, vous avez appris à vos élèves, si je ne m'abuse, à analyser, décrire et recontextualiser, entre autres, les poèmes de Rimbaud. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce poète ? D'abord, je vous remercie pour votre comparaison qui m'honore beaucoup et qui me fait très très plaisir parce que c'est vrai que Rimbaud, c'est formidable. Ce qui est toujours tellement porteur, enthousiasmant chez Rimbaud, c'est à la fois les fulgurances de la poésie et puis la tartine au jambon. Il y a ce mélange qui est tellement extraordinaire et qui est vraiment nouveau chez lui. Et puis la force de cette jeunesse, ce jeune homme qui marche. Chaque fois qu'on lit Rimbaud, on repart avec lui. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, comme il dit. Donc voilà, il y a quelque chose chez Rimbaud que je trouve merveilleux, au sens presque premier du terme. Et puis cette vie qui s'arrête, cet homme qui arrête complètement l'écriture si jeune pour avoir une toute autre vie. Il y a quelque chose aussi complètement d'un modèle de notre rapport à l'artistique chez Rimbaud. Je crois que c'est formidable de pouvoir travailler avec des élèves qui ont le même âge que l'auteur qu'on est en train de travailler. Et puis moi, j'avais l'impression, quand je lisais Rimbaud, qu'il m'emportait vers son âge plutôt que lui vers le mien. Enfin, j'ai toujours eu l'impression que Rimbaud m'emportait vers ce vent, ce coup de vent qui nous entraîne vers l'ailleurs, vers le meilleur de nous-mêmes. Mylène Farmer, dans sa chanson Sans contrefaçon, parue en 1987, chante ce refrain connu de toutes et tous. Puisqu'il faut choisir, à mots doux, je peux le dire. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Et pour un empire, je ne veux me dévêtir, puisque sans contrefaçon, je suis un garçon. Une chanson taillée sur mesure pour Marie-Anne, alias Charles Guérin, n'est-ce pas ? Alors, on peut le dire, une chanson vraiment taillée sur mesure. Ça m'a beaucoup amusé que vous choisissiez ces lignes. Sauf que peut-être elle se serait bien gardée de la chanter pour pas attirer l'attention sur elle. Mais pour le reste, alors complètement. La romancière du 19e siècle, George Sand, écrit dans La mare au diable « La peur ne guérit pas l'égoïsme, elle l'augmente ». Que faire alors, Laurence Wojta,
pour lutter contre l'égoïsme dans cette société qui semble toujours plus individualiste? Peut-être d'abord un mot sur cette phrase sur la peur, parce que je trouve que c'est une phrase tout à fait importante. J'avais entendu à la radio quelqu'un qui parlait des arbres et qui disait, qui répondait à une question, qui disait non, les arbres ont sûrement pas peur parce qu'ils peuvent pas fuir. Donc, d'un point de vue factuel, la peur peut être très utile quand elle nous permet. En revanche, quand elle est diffuse, je crois que elle est toujours là pour le pire. Elle est vraiment mauvaise conseillère. La peur nous renferme sur nous-mêmes. Et puis surtout, ce qui me fait très très peur avec la peur, qui est un petit peu ambiante et dont jouent quand même les politiciens, notamment ceux d'extrême droite qui sont en train de nous faire très peur en ce moment, c'est qu'au bout du compte, on finit par être... D'abord, elle engendre de la haine, et puis après, l'obéissance. Puis l'obéissance aveugle, et ça, je crois que c'est gravissime, parce qu'on doit rester responsable, justement, du vent et de la barre dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, contre l'égoïsme, puisque c'est ça, en fait, j'ai dérivé de votre question, pour moi, le plus important, c'est les liens. Le lien, l'autre. Oui, parce que justement, la pire des peurs qu'on nous insuffle, c'est celle de l'autre. Là, ça marche très bien, ça. Mais l'autre, c'est l'occasion du lien. Et puis le lien, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Mais ça doit s'expérimenter. Il faut vraiment expérimenter. À la fin de mon enseignement, il m'est arrivé plusieurs fois de dire à mes élèves, vous êtes toujours en train de me parler de vos droits. Mais et vos devoirs. Mais alors, évidemment que ça fait un petit peu vieux, c'est très vieux jeu de parler des devoirs. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on a été un petit peu contre son égoïsme pour aller vers l'autre? Qu'est-ce qu'on se sent bien? Ça s'expérimente, ça. Ça fait du bien, même à soi. Même en termes d'égoïsme, c'est bien. Le lien, pour moi, c'est indispensable. On est tricoté comme ça, je crois. On est tricoté pour aller vers l'autre. Et on nous fait croire le contraire. Plus loin, dans un autre chapitre, George Sand dit ceci. « D'ailleurs, je t'aimerais tant, vois-tu, que ça m'empêchera de vieillir. Est-ce que l'amour vous empêche de vieillir ?» Alors non, malheureusement, mais l'amour me permet de vieillir, au contraire. Je crois que c'est assez bien, ça. Bon, vieillir, pour le moment, je trouve que c'est aller vers beaucoup de liberté. Mais il faut... On a plusieurs âges. En vieillissant, dans une seule journée, on a plusieurs âges. Parce que tout à coup, on se réveille le matin et puis on est plein d'envie. Notre corps, des fois, nous... Je vais vous citer une anecdote. Il y a une dizaine d'années, j'étais avec les aînés de mes petits-fils qui avaient alors entre 11 et 12 ans. Puis on a décidé, c'était l'été, de faire de l'athlétisme dans le jardin. Moi, j'avais été très bonne en athlétisme, j'étais très bonne en saut en longueur. On a préparé tout ça, puis j'ai dit, je vais vous montrer. Et puis je suis partie de mon jardin, j'ai pris un immense élan, j'ai fait comme d'habitude, je sautais loin comme j'étais jeune. J'ai fait des gestes incroyables, puis je crois que je suis retombée à 1 mètre de là où j'étais partie. Puis évidemment, on a hurlé de rire, tous les 4. J'avais l'âge de mon élan, mais mon corps, il s'est arrêté à 1 mètre. Donc c'est souvent comme ça dans la journée, mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Avant de nous quitter, j'ai 3 dernières questions à vous poser, Laurence Voïta. Tout d'abord, quel livre que vous avez récemment lu recommanderiez-vous à nos auditeurs et auditrices ? Des livres, il y en a beaucoup de ma vie, c'est extrêmement difficile de choisir. Mais je viens de lire L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois. Et puis j'ai trouvé que c'était formidable. J'aime Dubois, il me fait rire. Je trouve qu'il a cette capacité à être toujours entre une réalité pure et puis peut-être quelque chose qui serait prêt à en dériver, mais on y croit toujours. Et puis l'histoire de cet homme qui va tuer son père mort, parce que ça a été un vrai salaud au sens sartrien du terme, j'ai trouvé ça formidable. Et puis j'ai relu aussi Dalva de Jim Harrison, et puis je l'avais pas relu depuis sa sortie en 1988, je crois, 1990. J'ai été embarquée de nouveau de la même façon. Chaque fois que quelqu'un l'a pas lu, je me dis, mais quel vénard, il va le découvrir. Eh bien, j'en prends note.
Y a-t-il une série, un film ou un documentaire qui vous a marqué ces derniers temps et que vous nous conseilleriez? Oui, j'ai vu un documentaire sur Léon Blum. Je pensais, c'était une série de 4 fois 1 heure. Je pensais connaître cet homme alors que je connaissais absolument rien, à part son nom. J'ai trouvé qu'il était d'une intelligence, d'une finesse, d'un côté extrêmement positif et généreux en politique. J'ai eu envie que tout le monde le rencontre. Dernière question, est-ce qu'une exposition, un concert ou une activité vous a particulièrement touché dernièrement? Tout dernièrement, je suis allée au vernissage d'une exposition au musée historique de Vevey d'un peintre qui s'appelle Alfred Béguin. Vous avez peut-être vu certaines de ses fresques parce qu'elles sont sur les murs de maisons à Saint-Légier. Il a fait tout un tas. Le chien semble pas apprécier Béguin. Il a fait aussi énormément de peinture, d'aquarelle sur la vie à la fin du 19e à Saint-Légier, sur les peintres du dimanche qui sont entourés d'admirateurs. Il y a des choses absolument merveilleuses. C'est un homme qui n'avait pas besoin de vendre ses peintures parce qu'il était fils illégitime d'ailleurs, mais d'un notable qui avait beaucoup d'argent. Et puis il n'avait pas besoin de notoriété. J'ai trouvé que c'était assez sympathique à notre époque, un homme qui ne se sentait pas le besoin de notoriété. Et qui fait juste par plaisir, ouais, finalement. Par plaisir, qui a fait par plaisir, des choses vraiment très très jolies. On devrait s'en inspirer. On va s'en inspirer, absolument. Je vous remercie sincèrement, Laurence Wojta, de m'avoir accordé ce temps pour cet échange que j'ai trouvé tout à fait passionnant. Je l'aurais prolongé encore des heures si je l'avais pu. Merci encore. Merci à vous, c'était vraiment très agréable de passer ce moment avec vous. On arrive au terme de cet épisode du podcast Philosophie de Balcon. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, noter et partager cet épisode. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver prochainement. À bientôt.